Salut, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Bertrand de Rochambeau? Je me lève à n'importe quelle heure. La nuit, je fais des opérations très difficiles avec mes tripes. Et donc, aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus. Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Quand vous dites retirer une vie à un enfant à naître n'est pas une vie au sens juridique, c'est pas un homicide de faire un IVG. Si, madame. Non, au sens du code pénal, c'est pas ça. C'est faux. Ça, c'est un argument. C'est un argument. Toutes les femmes, j'en suis une, ne considèrent pas qu'avoir un embryon dans le ventre, c'est une vie. Eh bien, ça, c'est son opinion. Moi, en tant que médecin, je ne suis pas forcé d'avoir votre opinion. Et si je ne l'ai pas, la loi me protège. Et ma conscience aussi. Ah voilà, c'est tout. Et il a raison. Et il a raison, parce que, vous savez, je dis ça en tant que femme qui a déjà avorté 2 fois à l'époque, et croyez-moi, j'en suis pas fière du tout. J'ai toujours eu des problèmes de conscience par rapport à ça. Pas sur le moment, parce qu'à l'époque, j'étais très conditionnée par le féminisme ambiant, et où on banalisait la sexualité, etc. Mais je vous assure, moi j'avais été voir un gynécologue et il m'a dit attention madame, c'est la dernière fois, il m'a responsabilisée. Et la prochaine fois je dis non. Et avec le recul, j'ai compris pourquoi. Et oui, il avait raison parce que j'étais tellement, comment dire, oui, moi j'appelle, là vraiment on peut parler de conditionnement psychologique, hein, sur les vidéos précédentes je parle de conditionnement psychologique, etc. Ben là c'est un conditionnement psychologique totalement féministe, et je pense que la loi Veil, par exemple, elle était intéressante à l'époque pour les personnes qui se faisaient violer, les femmes qui se faisaient violer et qui ne pouvaient pas garder leur bébé, qui ne voulaient pas garder leur bébé. Dans ces cas de figure, moi je peux comprendre l'avortement. Et je serais pour l'avortement dans certains cas, vous voyez. C'est au cas par cas, je pense. Mais, et à l'époque, c'était une autre époque quand même, hein, aussi. Hein, c'était pas, on n'avait pas les moyens contraceptifs. Il y en avait, c'était les débuts. Enfin, après, ça s'est généralisé. Mais je veux dire, aujourd'hui, avec les informations, c'est sérieux. C'est là où je vais en venir. C'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec tous les moyens contraceptifs qu'il y a, avec les informations sur Internet qu'il y a, comment se fait-il qu'il y ait encore autant d'avortements? C'est ça que je ne comprends pas, moi. Ça, alors là, moi, je pense que c'est peut-être il faut aller à la base, aux causes, hein, la cause de ces problèmes. Pour moi, c'est quand même, à la base, l'éducation. L'éducation des jeunes, voilà, des ados. Et je ne suis pas sûre que ce soit avec la loi Chapia où on met la sexualité dans les écoles à partir de 6 ans, où on commence à vouloir que les enfants de 6 ans soient éduqués à la sexualité en leur expliquant crûment les choses, etc., pour presque les traumatiser. Certains sont apparemment gênés, très traumatisés, j'ai vu sur Internet. Je trouve ça ahurissant. À 6 ans, on ne peut pas foutre la paix aux enfants de 6 ans. Hein, on ne peut pas les laisser être des enfants, profiter de leur enfance, de leur adolescence. Non, on veut les projeter dans un monde d'adultes à 6 ans. Moi, je trouve ça déjà scandaleux. Cette loi Chapia, je la trouve... Enfin, c'est même pas Chiappa, c'est pas cette dame, hein, c'est l'Europe. Et c'est l'ONU, l'Europe, j'ai vu. Voilà. Vous avez qu'à écouter Marion Sigaud, elle explique ça très bien. L'Europe impose ça. Éducation sexuelle à 6 ans. C'est ahurissant. Alors, c'est pas ça qui va régler le problème, hein, croyez-moi. Hein. Parce que je vous dis, en plus, avec ces histoires de genre, dont il ne faut plus être ni homme, ni femme, etc., on ne sait plus. Alors, les adolescents, ils sont totalement déstabilisés. J'en ai parlé, moi, je vais en parler un petit peu différemment et mettre moins d'émotion en étant plus neutre. Mais c'est vrai que les adolescents, ils sont totalement déstabilisés. À 12, 13, 14 ans, je vous dis, ils commencent à se poser des questions. Oh mon Dieu, est-ce que je suis bien un homme? Est-ce que je suis bien une femme? Mais alors, qu'est-ce que je suis? Quel genre j'ai? Etc. C'est profondément déstabilisant. Cela dit, maintenant je reviens. Je reviens donc aux causes. Je pense que la cause principale, c'est
certains parents, quand ça arrive encore aujourd'hui, avec des ados qui tombent enceintes, parce que c'est souvent les ados qui tombent enceintes, ou des femmes qui sont violées, etc., c'est quand même à la base une question d'éducation. Les parents ne jouent pas, certains parents ne jouent pas n'assument pas leur rôle de parent en tant qu'éducateur. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, ce serait bien qu'ils disent à leurs enfants de leur montrer des sites sur Internet où on parle vraiment dans des termes pas pornographique, hein, mais voilà, une éducation à la sexualité, mais il y a quand même tout sur Internet aujourd'hui, et comment ne pas tomber enceinte, etc. Toutes les méthodes qui existent, que ce soit les préservatifs, la pilule, tous les moyens contraceptifs qu'il y a aujourd'hui, plus les moyens contraceptifs de notre temps, d'un temps révolu, qui marchait aussi, mais encore faut-il bien savoir le faire. Mais voilà, c'est tout. Bien sûr, pour les femmes, par exemple, qui ont des règles régulières, etc., il faut avoir des règles très régulières, et ça marche très bien. C'est la méthode Gino. Elle marche très très bien. Et on peut même prendre un peu plus de précautions en allongeant cette période, par exemple, sur 10 jours, où là, vous faites très attention et vous mettez en plus un préservatif, vous ne risquez pas de mettre votre partenaire enceinte. Il faut responsabiliser, et moi je crois qu'il faut responsabiliser les femmes, les jeunes filles, les hommes aussi, les hommes qui, eux, parce qu'il faut, on est deux, hein, quand on fait du... Enfin, moi je préfère parler pour ceux qui sont dans le système. Ce n'est plus faire l'amour aujourd'hui, ils font du sexe. Hein, voilà, ils font du sexe, mais s'ils veulent faire du sexe, eh bien qu'ils le fassent au moins d'une manière responsable. Voilà, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Soit de faire n'importe quoi, totalement irresponsable et tomber enceinte, et totalement irresponsable en se chopant des maladies vénériennes, parce qu'il y a ça aussi quand même, hein, voire maladies vénériennes et autres, sida et compagnie. Enfin, je ne veux pas revenir sur la polémique du sida, c'est pas le propos, hein, parce que certains vont me dire ouais, sida, ça n'existe pas, etc. Ce n'est pas le propos. Ne me mettez pas de commentaires en fonction de ça, parce qu'il y en a déjà plein partout ailleurs. Là, je parle d'IVG. D'IVG et l'irresponsabilité des personnes qui tombent encore enceintes. Mais si c'est des ados, c'est des ados, c'est aux parents, c'est les parents qui sont responsables des ados. Seulement maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis, toujours avec la loi Chapia, la loi, la majorité sexuelle, à quel âge? 13 ans, c'est ça? Si je me trompe, je ne sais plus si 13 ou 14, 13 je crois. Mais même 13, 14, 15, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Pour moi, 13, 14, 15, c'est des gamines. On ne peut pas être responsable, on ne peut pas avoir du discernement à 13, 14, 15 ans. Ça veut dire qu'une fille de 13, 14, 15 ans, vous imaginez un peu, elle peut avoir des rapports sexuels sans le consentement de ses parents avec un mec de 25, 30, voire de 40. Elle est majeure sexuellement. C'est ça qui n'est pas normal, vous savez. Et ça sera de plus en plus comme ça. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, le contraire, hein, le syndrome Macron, mais bon, le syndrome Brigitte et Macron, dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, est-ce qu'il y a autant de conséquences? Attendez que je réfléchisse. Bon, toujours est-il que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ferait mieux de tabler plus sur l'éducation sexuelle, mais que ce soit les parents, et si les parents ne sont pas éduqués, à ce moment-là, il faudrait peut-être, je ne sais pas moi, envisager des cours parentaux pour éduquer les parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants, par exemple. Vous savez, voilà. Avant de devenir parents, eh bien, ils devraient être obligés d'aller à un stage pour devenir de bons parents et savoir éduquer leurs enfants, etc., etc. Parce que le rôle de parent, c'est un vrai métier. Ça n'est pas parent qui veut. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde peut faire des enfants. C'est facile de faire des enfants. Tomber enceinte, faire un enfant, pof. Et après, c'est l'éducation. L'éducation, c'est une autre histoire. Et toutes les femmes et tous les hommes, tous les parents ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants.
Donc pour ces jeunes couples-là, il faut les obliger, moi je dis qu'il faut les obliger à faire un stage, des cours pour devenir d'éducation, oui, on peut appeler ça comme on veut, éducation parentale, éduquer les parents qui à leur tour vont pouvoir éduquer leurs enfants. Mais il ne faut pas enlever la responsabilité, moi je ne pense pas qu'il faille enlever la responsabilité aux parents de l'éducation des enfants jusqu'à au moins... moi je dis que tant que le jeune n'est pas majeur dans le sens où il peut s'assumer tout seul, c'est-à-dire gagner sa vie tout seul et qu'il dépend pécuniairement encore des parents, moi je dis que c'est les parents qui doivent être responsables des mineurs. Comme ça se faisait avant. Si le mineur n'est pas content, eh ben, il attend sa majorité et il fait ce qu'il veut. Mais tant qu'il est mineur, il est sous la responsabilité des parents et les parents doivent prendre la responsabilité et c'est tout. Et croyez-moi que si c'était comme ça, on ne serait pas dans une société complètement folle, là, où les jeunes ne savent plus sur quel pied danser, où ils en sont, tombent enceintes alors que ne devraient plus tomber enceintes, se choper des maladies vénériennes. C'est des catastrophes dans tous les foyers. C'est catastrophique quelquefois. Vous savez, quand vous êtes parent et que vous avez une gamine de 13-14 ans qui arrive, maman, je suis enceinte. Alors, les études sont tout est compromis, les études, etc. Et il y a un problème de conscience, c'est des vrais problèmes, des vrais problèmes. Je vous dis, écoutez la vidéo précédente, et vous allez y trouver des perles, je vous assure, pour éviter tous ces problèmes. Et pour en arriver à une société plus saine, plus saine. Parce que là, c'est vraiment très très malsain. Parce que c'est pas une question de mots. Là, ils sont en train de jouer sur les mots, l'homicide, etc. Ben oui, selon quelles sont nos convictions, moi, je me mets à la place. Franchement, je me mets à la place de ce monsieur, quoi. Il n'est pas. Avec mes tripes. Il n'est pas. Mince, qu'est-ce que je. Avec ses tripes, voilà, et on sent qu'il y a de l'émotion quand il parle, on sent qu'il a dû se culpabiliser à faire ça. Alors c'est vraiment une cas de conscience. Imaginez que vous êtes obligé de faire quelque chose à contre-cœur, auquel vous ne croyez pas, et même pour vous c'est un meurtre, un homicide, et que vous avez vraiment... Mais c'était des cas de conscience, ça. C'est à devenir fou. On ne peut pas aller à l'encontre de sa conscience supérieure. Parce que lui, là, il est totalement divisé intérieurement. Sa conscience supérieure lui dit « Tu peux pas faire ça parce que tu es en train de commettre un meurtre ou un homicide. » Pareil. Et puis, et tu le fais quand même. Donc, vous imaginez un peu la division intérieure. Il y a de quoi devenir fou. Et quand on est divisé intérieurement comme ça, eh bien, vous finissez tôt ou tard pour avoir un boomerang, par tomber malade, parce que ça, le corps, à un moment donné, s'exprime. Hein. Ça, c'est prouvé. Hein. Il y a plein de cas comme ça. Il faudrait que je fasse ma petite enquête, mais j'ai remarqué, durant ma longue vie, qu'il y a énormément... toutes les divisions intérieures, quand on n'est pas en accord avec sa conscience supérieure, qui est supposée nous guider, hein, la conscience supérieure, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous vivez vraiment un vrai... ça va pas, quoi. Je crois que c'est très important d'écouter sa conscience supérieure. Voilà. Donc je suis de tout cœur avec Bertrand de Rochambeau, que je comprends parfaitement. Et vous, à bientôt. Merci.